Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec l'homme de la semaine. Sans surprise, c'est Emmanuel Macron, élu dimanche à la présidence de la République. Alors, compte tenu du contexte de cette élection, sa principale tâche durant le prochain quinquennat devrait être de créer les conditions de l'assèchement du poison populiste d'extrême droite. Alors, à votre avis, est-ce que son programme lui permettra d'y réussir ? D'abord, il faut le laisser s'installer. On va assister à la passation de pouvoir. Il faut qu'il nomme son gouvernement et qu'il dise ses intentions. Je pense qu'il est assez fin pour, dans les 5 semaines qui viennent, c'est-à-dire d'ici les élections législatives, faire des propositions et faire des conseils des ministres uniquement sur des sujets consensuels et des sujets qui plairont aux gens. Mais au-delà de cela, s'il maintient les intentions qu'il a énumérées dans son programme, c'est-à-dire la volonté de faire un pas supplémentaire vers le détricotage de notre droit du travail, un nouveau coup de canif dans notre code du travail, si au nom des injonctions de la Commission européenne, il continue de nous dire qu'il faut réduire le nombre d'agents publics, de réduire les fonds dont disposent aujourd'hui les collectivités territoriales alors qu'elles ont tant et tant à faire, s'il continue à expliquer qu'on ne peut pas donner de pouvoir d'achat sans réduire, voire annuler les cotisations salariales, ce qui constituera une méthode peut-être pour améliorer en apparence le pouvoir d'achat, mais que nous paierons demain sous forme d'abaissement de notre protection sociale et de détricotage de la sécurité sociale en douce elle-même, parce qu'il y a parfois des propositions alléchantes, mais qui à la fin se retournent contre les gens eux-mêmes. S'il fait tout ça, je crains que malheureusement, il ne réduira pas la force du populisme autoritaire dans notre pays. Et une fois de plus, il va créer les conditions d'une déception des gens envers un dirigeant politique qui se sera présenté comme neuf, mais il utilisera des vieilles recettes parce que la vérité, elle est là. C'est que M. Emmanuel Macron est uniquement là et tout a été organisé en ce sens-là pour normer notre pays au canon des autres pays capitalistes au monde et dans un premier temps des pays européens. C'est-à-dire il y a une norme européenne et il faut aujourd'hui détruire les forces de la transformation sociale. Il faut affaiblir les syndicats qui, eux, sont des syndicats qui défendent de l'entreprise jusqu'au niveau national les salariés, quelquefois en coopération avec d'ailleurs les syndicats européens et les syndicats à l'échelle de la planète. C'est tout ça qui est à l'œuvre derrière l'affaire du non au clivage gauche-droite. On est en train d'affaiblir tout cela pour nous mettre aux normes. Et ça, se mettre aux normes, c'est décider de jouer avec des allumettes qui mettront le feu à la plaine et on pourra s'en mordre les doigts peut-être dans 5 ans, malheureusement. Je vous propose maintenant quelques images qui vont peut-être vous faire sourire. Il fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière soi. Le jeune Italien Mario Lelli s'attaque, dans les rues de Rome, à un record inattendu, celui des 20 km en marche arrière. Alors justement, Emmanuel Macron se prétend ni de droite, ni de gauche. Patrick, que vous évoque cette tentative de brouillage des repères idéologiques ? Il est vrai que la gauche, qui a été synonyme du nom de 2 ou 3 personnages dans ce quinquennat, celle du président de la République, celle de l'ancien Premier ministre M. Valls, est devenue une notion pour beaucoup de nos concitoyens floue. Ceci dit, la gauche et la droite, ça existe. La gauche, c'est tout ce mouvement d'émancipation partout dans le monde. C'est ce mouvement de solidarité internationaliste. C'est ce mouvement qui a toujours dit qu'il y a dans nos sociétés des rapports dits de classe. La classe capitaliste, ça existe. C'est d'ailleurs la classe dominante aujourd'hui, c'est la classe exploiteuse, c'est la classe dominatrice aujourd'hui. Et les autres peut-être ne se retrouvent pas, la classe travailleuse, qui est très diverse aujourd'hui, ne se reconnaît peut-être pas comme classe sociale, mais elle en est
pourtant une, parce qu'à des degrés divers, qu'on soit ouvrier, qu'on soit employé, qu'on soit ingénieur, qu'on soit cadre, qu'on soit technicien, même un petit patron d'une entreprise petite ou moyenne, il est aussi dominé, il est exploité par les puissances d'argent aujourd'hui qui sont monopolistiques à l'échelle de la planète elle-même. C'est même un capital transnational. Donc la question des rapports de classe dans la société et donc se différencier par rapport aux intérêts qu'on sert, elle est très importante. Un responsable politique, il faut toujours poser la question: quels intérêts servez-vous? Servez-vous les intérêts de la classe dominante? Servez-vous les intérêts des forces de l'argent? Ou servez-vous l'intérêt général, le bien commun? Tout le monde vous dira qu'il sert les biens communs, mais en vérité, quand on est dans un monde où 1% de personnes détiennent 90% de la richesse produite, on voit bien que l'inégalité qui se développe et s'amplifie conduit à réactiver ces repères-là, sinon on ne pourra pas faire société ensemble. Il y a une classe de parasites dans ce monde qui vit au détriment de ceux qui ont très peu de choses, de celles et ceux qui n'ont rien, non seulement en leur extorquant de la plus-value, non seulement en les laissant dehors, mais en travaillant également à un modèle de développement de société qui met en danger la planète. De deux façons, le surarmement, dont le surarmement nucléaire, les guerres, parce qu'il y en a malheureusement de plus en plus, et l'autre chose, c'est ce qui se passe autour de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais au-delà du réchauffement climatique, il y a la mise en cause de la biodiversité, il y a mise en cause aujourd'hui de la qualité de l'air, de l'eau, des biens communs. Donc, oui, il y a bien la gauche. Il faut qu'elle se régénère, il faut inventer aujourd'hui vraisemblablement une nouvelle gauche face à une nouvelle droite qui est incarnée par ceux qui aujourd'hui arrivent aux affaires et qui le font en connivence avec une extrême droite qui leur sert bien, qui leur a bien servi, parce que tant qu'on agitera l'épouvantail de l'extrême droite, on se trouvera dans cette situation de non-choix où on nous contraindra de voter pour le non-extrême droite, mais qui sera un représentant des puissances d'argent. Côté social, l'un des symboles du travail selon Macron, c'est l'ubérisation. Un système qui permet à des plateformes, souvent localisées hors de France, de recruter des employés avec un statut d'auto-entrepreneur. Jérôme Pimaud, ex-livreur à vélo, a été l'une des victimes de ce sous-salariat déguisé qu'il combat aujourd'hui. On l'écoute. Les livreurs à vélo sont auto-entrepreneurs. Ils ont un travail qui est extrêmement pénible, donc on parle beaucoup de pénibilité, même si les plateformes parlent, elles, surtout de liberté, de flexibilité, de pouvoir d'achat. Moi, je parle surtout de la pénibilité, de la dangerosité même, puisqu'on est payé à la tâche. On se retrouve à bosser 50 heures par semaine pour du 1500 euros, on va dire, brut. On a presque 25% de RSI. Le RSI qui prend 25%, mais qui à terme ne rend pas grand-chose, parce que quand on a un accident au niveau du RSI, les indemnités journalières sont calculées à partir d'un an de cotisation. Donc la première année, quand on tombe, c'est pour notre pomme. Et donc oui, on est bien en deçà de tout ce qui est salaire socialisé, même sur des petits salaires, quoi. Tout est question de densifier la lutte et le combat que j'ai mis en place avec les différents livreurs depuis un an et demi, pour créer un rapport de force, en fait, et interpeller les plateformes pour obtenir du dialogue avec eux, du dialogue social, ce qui pour l'instant est inexistant. Alors, à votre avis, doit-on craindre la généralisation de ce système qui bat en brèche les droits des travailleurs? Le fond du problème, c'est que ceci se développe dans une économie capitaliste, intégrée. Et on voit bien qu'à chaque étape de son développement et à chaque étape de la modernisation, le capitalisme fait des technologies nouvelles un moyen d'aliénation du citoyen, d'aliénation du travailleur. C'est ça la question fondamentale qui est posée. La question fondamentale n'est pas de reculer sur le développement numérique. Ça peut être un outil de partage considérable. Ça peut faire les prémices d'un monde, d'une société, de l'en commun. Mais le problème, c'est que dès lors que c'est accaparé par un système qui lui-même pense à faire
de l'argent à partir d'un développement technologique nouveau, eh bien, il utilise la force du travail pour ne pas la rémunérer, pour la précariser, d'ailleurs en inventant un concept nouveau, en disant « vous êtes plus libre là qu'à l'usine ». En vérité, ce que recherche aussi le système, c'est l'auto-exploitation de différentes manières, c'est-à-dire que on ne compte plus ses heures, c'est-à-dire que s'il faut faire un petit emprunt, eh bien c'est la banque qui ramasse les subsides et ceci va de toute la chaîne de production, quelle qu'elle soit, tout en détruisant d'autres secteurs économiques aux côtés, ce qu'on connaît par exemple dans le transport aujourd'hui en voiture, c'est-à-dire les voitures particulières contre les taxis, ce qu'on constate également dans le car. On développe le car, on organise même à l'intérieur de la société publique de transport de chemin de fer la concurrence interne en mettant des cars sur la route, on aggrave l'insécurité, on aggrave la pollution et on aggrave le déficit de la SNCF elle-même. Donc c'est un modèle économique qui confine à l'anarchie capitaliste, mais qui ne profite toujours qu'aux mêmes, non pas aux salariés, non pas aux travailleurs. Ce n'est pas, dans les conditions d'aujourd'hui, un moyen d'émancipation humaine. Or, nous sommes pour que tout progrès technologique, quel qu'il soit, participe de l'émancipation humaine, de la réduction du temps de travail, de meilleure rémunération du travail, parce que la plus-value générée est toujours supérieure, mais elle est accaparée par les fonds de pension qui demandent des taux de rentabilité extrêmement plus importants, bien plus que le crédit bancaire encore. Donc ceci milite pour qu'on ne détruise pas le code du travail, mais qu'on le renforce et qu'on invente cette idée nouvelle d'une sécurité sociale du travail, de la formation et de l'emploi. On se rend maintenant aux États-Unis où Donald Trump va peut-être réussir à supprimer l'Obamacare, la loi emblématique sur la santé de Barack Obama, qui avait quand même permis à 20 millions de personnes sans protection sociale de pouvoir se soigner. Alors que penser de cette mesure qui va affecter les citoyens américains les plus pauvres ? C'est un recul social terrible, c'est-à-dire que là, M. Obama s'était engagé dans un processus d'amélioration pour la protection sociale et la santé, et M. Trump, en bon droitier, en bon populiste droitier il est en train de le détruire aujourd'hui. Et donc, nous devrions d'ailleurs, aux côtés des parlementaires américains, aux côtés des associations, des personnalités de la gauche américaine, nous devrions nous manifester nous-mêmes pour défendre ce petit pas en avant qui a été fait, même s'il n'était pas parfait, même s'il fallait encore l'améliorer. Mais la destruction n'est pas l'amélioration. La destruction, ça veut dire qu'on va, comme vous venez de le dire, mettre des millions de gens dans des difficultés supplémentaires. Donc on devrait manifester notre solidarité parce que défendre ça là-bas, c'est préparer notre propre défense ici au cas où ça pourrait se produire d'une manière ou d'une autre, évidemment d'une manière différente. Je vous propose maintenant de découvrir la Fabrique Nomade. Cette association repère des artisans réfugiés en France et permet à ces ébénistes, potiers, brodeurs ou staffeurs de faire connaître leurs talents et de retrouver dans notre pays un travail en adéquation avec leurs compétences. Inès Mesmar, la fondatrice de l'association, et Fatma Moumtaz, du Haut Commissariat aux réfugiés, nous en expliquent les objectifs. Nous souhaitons mettre en avant le talent des réfugiés et donc, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, retirer les vocables réfugiés pour mettre le talent du réfugié en avant. Donc là par exemple on a Bakary et réfugié ébéniste, mais on dit Bakary est ébéniste. Donc l'initiative de la Fabrique Nomade est de les accompagner à toujours pouvoir continuer à montrer leur talent, donc que ce soit des brodeurs, des potiers, avec cette dimension qui est un peu l'accompagnement avec des techniques plus modernes aussi, donc des savoir-faire de leur pays d'origine avec des savoir-faire beaucoup plus modernes ici. Notre démarche, c'est de les prendre en considération tels qu'ils sont et effectivement pour eux ça a du sens parce qu'ils ont des compétences à nous apporter et je pense que c'est un vrai enrichissement pour notre société et pour le développement de nos territoires que de prendre en compte leurs compétences.
Aujourd'hui, on a pu identifier 25 artisans depuis le mois d'octobre, donc il y a un vrai besoin sur le terrain, en tout cas de compétences à être valorisées et qui ne demandent qu'à pouvoir éclore en France. Et nos besoins aujourd'hui, c'est de pouvoir développer ce réseau de professionnels qui va pouvoir accompagner et soutenir l'accompagnement des artisans et de pouvoir aussi trouver des relais auprès des entreprises pour proposer des compétences qui sont parfois rares, qu'on ne retrouve plus beaucoup en France et qui ont besoin, dont les entreprises ont besoin. Donc c'est notre rôle, nous, c'est de répondre à ces rencontres ratées, c'est-à-dire de pouvoir mettre en lien des compétences et des besoins de ces entreprises et de faire en sorte que ça puisse marcher. Alors que vous évoque cette initiative qui lutte contre le déclassement des personnes exilées, dont on oublie souvent qu'elles avaient un métier avant d'être contraintes de fuir leur pays? Oui, c'est tout à fait juste ce qu'ils disent là, c'est que on n'est pas d'abord à être identifié comme un réfugié où on est citoyen du monde, on est des êtres humains et les circonstances malheureusement terribles de la vie les conduisent à se déplacer, à aller ailleurs. Mais on a tout à gagner à créer les conditions pour qu'ils puissent se former quand ils sont nécessaires et exercer leur métier d'origine, leur talent, parce que ça nous enrichira nous-mêmes de la multitude de ce qu'ils connaissent eux-mêmes, de ce qu'ils ont dans le tréfonds de leur culture, de leur patrimoine, de leur savoir-faire, ça nous enrichira et en même temps ça peut préparer un jour leur retour dans leur patrie, dans leur maison, dans leur village, et ils emmèneront une partie des relations qu'ils auront eues ici, du savoir-faire qu'ils auront peut-être acquis ici, là-bas. Et donc, c'est ce mélange-là qui nous permettra de faire monde. Et donc, je pense qu'il faut plutôt encourager ça et aider ceux-là au lieu de les montrer du doigt comme le font certains. Et donc, il faut peut-être développer des fonds nationaux, des fonds régionaux, départementaux parfois, des fonds européens certainement, parce que l'Union européenne a une responsabilité pour aider chacune et chacun de ceux qui veulent avoir ainsi une activité, un travail, parce que ça participe de leur propre émancipation, de la construction peut-être d'une nouvelle vie pour certaines et certains d'entre eux. Il faut encourager tout cela absolument. Cette semaine, notre page culture est dédiée à la fête de l'humanité. Les noms des premiers artistes présents cette année sur la grande scène du Parc de la Courneuve les 15, 16 et 17 septembre prochains viennent d'être dévoilés. Alors, il y aura Iggy Pop, Renaud, Ménélique, Bustaflex, Stomy Bugsy, Passy, Negmaron, Trust, les Ogres de Barbac, les Hurlements de Léo. Mais la fête de l'humanité, ce n'est pas que de la musique, c'est bien plus que cela. Quel va être l'esprit de cette fête de l'humanité 2017, Patrick ? C'est l'esprit de l'humanité dont nous avons besoin. Nous avons besoin de construire l'humanité, notre humanité commune. Et c'est ça le sens des fêtes de l'humanité. Ça porte le nom d'un journal qui lui-même porte ce beau nom. Il n'y a pas de meilleur nom pour dire ce que nous sommes. Et on va se trouver dans une période qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, bien évidemment. Mais on sait qu'on aura besoin de se retrouver, on aura besoin de discuter ensemble, de dialoguer, de confronter des idées. On aura besoin de continuer à réfléchir sur la manière de faire reculer le populisme autoritaire. On a vraisemblablement besoin, avant le débat d'orientation budgétaire qui va commencer au mois d'octobre, on aura bien besoin de discuter de la politique de la nouvelle équipe gouvernementale et du nouveau président de la République, et peut-être de se fédérer pour mener des actions pour empêcher des mauvais coups qui seront en préparation, car il est à craindre que à cette époque-là, des décisions seront dévoilées, mises à jour dans toute leur nudité et peut-être leur cruauté quelque part. Et c'est aussi une fête de la culture, c'est-à-dire on va continuer à s'enrichir dans la multiplicité des espaces qui existent sur la fête,
de différentes manières, cinéma, théâtre. On va continuer à promouvoir l'économie sociale et solidaire. On va continuer à valoriser la meilleure gastronomie qui existe dans ce pays, et il y aura une multitude de débats, de confrontations dans la fraternité. La question qui est posée à tout ce peuple qui s'est levé pour mettre un bulletin au nom de Jean-Luc Mélenchon dans l'urne le 23 avril dernier, tout ce peuple-là, auquel il faut ajouter toutes celles et ceux qui ont voté Benoît Hamon, car ils voulaient peser du côté gauche par rapport aux idées qu'ils ont toujours soutenues, et une partie de ceux qui ont voté aussi pour l'actuel président de la République, car une partie d'entre eux, au premier tour, ont choisi son bulletin parce qu'ils ne voulaient pas d'un duel entre M. Fillon et Mme Le Pen, et nous leur tendons la main. Nous ne leur faisons aucune critique, nous ne les culpabilisons d'aucune sorte, mais toute cette foule, tout ce peuple-là peut se retrouver dans cette fête pour discuter, débattre ensemble et débattre en fait de notre monde commun, de notre avenir commun et de notre humanité à construire ensemble. Merci Patrick Le Yarrick. Merci Eugénie, à bientôt. On se retrouve effectivement très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.